Quand ton succès a l'air d'une imposture, la vérité cachée dans ton esprit. Salut les esprits curieux, bienvenue à nouveau dans cet espace où on adore décortiquer les idées les plus complexes de l'univers. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial, une plongée, un voyage à travers 5 niveaux de connaissances sur un sentiment que, je parie, tu as déjà ressenti. On parlera de ce moment où tu décroches le job de tes rêves, où tu reçois des éloges, ou quand tu atteins un objectif et qu'une voix glaciale en toi te murmure « tu ne le mérites pas, tu es une imposture » et ils sont sur le point de te démasquer. Et non, on ne restera pas à la surface. On va plonger en profondeur parce que comprendre ce sentiment n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Il touche les personnes les plus brillantes et talentueuses et leur vole la joie qu'elles ont si durement gagnée. Ma promesse est la suivante. Au terme de ce voyage, la façon dont tu perçois tes propres réussites et cette voix critique dans ta tête aura changé pour toujours. Commençons par le niveau 1, la surface du connu. La première chose dont on a tous entendu parler, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. En mots simples, c'est l'expérience interne et persistante de se sentir moins compétent que ce que les autres perçoivent de toi. C'est une sensation de fausseté intellectuelle, même si toutes les preuves externes, tes diplômes, tes résultats, tes promotions, disent exactement le contraire. Un autre aspect bien connu est la tendance à attribuer tes succès à la chance. Tu penses, bon, cette fois j'ai eu de la chance, ou on m'a beaucoup aidé, au lieu d'accepter que tes propres efforts et tes propres compétences en étaient la cause principale. Au quotidien, cela se manifeste de façon très curieuse. Par exemple, tu peux tomber dans un cycle où tu procrastines jusqu'à la dernière minute pour ensuite travailler frénétiquement. Pourquoi? Parce que comme ça, si le résultat est bon, tu peux dire que c'était un coup de chance, et si c'est mauvais, tu as l'excuse parfaite. Je n'ai pas eu assez de temps. L'exemple le plus universel est de recevoir un compliment. Quelqu'un te dit « Quel travail incroyable tu as fait !» Et au lieu de ressentir de la fierté, tu ressens un pic d'anxiété et tu penses « S'il connaissait la vérité, s'il savait le peu que je sais réellement, il ne dirait pas ça. » Et un troisième fait essentiel concernant ce sentiment est qu'il ne génère pas seulement la peur de l'échec, ce qui est logique. Il génère aussi, et c'est crucial, une profonde peur du succès. Car chaque nouvelle réussite élève les attentes, te met davantage sous les projecteurs et augmente la terreur que finalement ton imposture présumée soit exposée. Ce concept n'est pas apparu de nulle part. Il a une origine très concrète. À la fin des années 70, 2 psychologues ont remarqué un schéma très étrange. Leurs noms étaient Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles étudiaient un groupe de femmes ayant des performances académiques et professionnelles de très haut niveau. Et maintes fois, ces femmes, qui étaient objectivement l'élite dans leur domaine, confessaient en privé qu'elles se sentaient comme des imposteurs. Malgré leur doctorat et leur réussite, elles vivaient avec la peur constante d'être démasquées. Ce sont elles qui ont donné un nom à cette expérience. Tout ce que nous venons de voir, le nom, l'attribution à la chance, la peur du succès, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce que la plupart des gens connaissent et ce que tu peux trouver lors d'une recherche rapide sur Internet. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel mécanisme secret l'anime en dessous? Bienvenue au niveau 2, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation. Le sentiment d'imposture, dans la majorité des cas, n'a rien à voir avec une faible estime de soi. Pense-y un instant. Tu peux te sentir une personne de valeur et aimée, et pourtant te sentir une imposture professionnelle. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la façon dont tu évalues ton être, mais plutôt que tu as un ensemble de règles internes, faussées et irréalistes, sur ce que signifie être compétent. Savoir cela nous donne un outil à double tranchant. Du côté de l'opportunité, tu peux commencer à voir ton processus de travail différemment. Le fait que tu aies besoin de faire des recherches, des brouillons, ou même de te sentir parfois confus, n'est pas une preuve de ton imposture. Et c'est la preuve que tu fais un vrai travail. La compétence n'est pas de tout savoir, c'est un processus de découverte. Un programmeur qui passe des jours à chercher une erreur dans son code n'est pas un imposteur. C'est littéralement un programmeur qui travaille. Identifier ton effort et ta persévérance comme faisant partie du processus de réussite et non comme un signe de ton incapacité est le premier pas pour désamorcer la bombe. Maintenant, le côté risque. Le danger est de tomber dans le piège de comparer tes coulisses avec les films terminés des autres. Tu vois le discours parfait de quelqu'un, mais tu ne vois pas les senteurs de pratique et de panique qu'il y a eu derrière. Un exemple clair, c'est quand tu vois un musicien incroyable sur scène et que tu penses qu'il est né avec ce don. Tu ne vois pas les milliers d'heures de pratique solitaire et frustrante. Ce contraste injuste entre ta réalité désordonnée et leurs résultats polis est le carburant parfait pour le sentiment d'imposture. Maintenant, parlons d'une règle invisible qui régit ce sentiment, une règle qui opère dans notre système nerveux sans même que nous nous en rendions compte. Il s'agit d'un processus que les neuroscientifiques appellent la neuroception. C'est la capacité de notre cerveau à détecter les menaces dans l'environnement
bien avant que notre esprit conscient n'en prenne connaissance. Et l'une des plus grandes menaces pour un être humain est l'exclusion sociale, être expulsé du groupe. Ainsi, lorsque tu es dans une réunion importante et que tu as peur de dire une bêtise, ton cerveau primitif ne pense pas « je ferai mauvaise impression ». Il pense « danger d'exil ». La tribu peut me rejeter. Et il déclenche une réponse d'anxiété réelle et physique, même si toi, logiquement, tu sais que ta vie n'est pas en jeu. C'est un écho de notre passé évolutif. Intérieurement, ce sentiment s'appuie sur une structure mentale que les psychologues appellent souvent un biais cognitif. Un biais cognitif n'est rien d'autre qu'un raccourci mental, une erreur prévisible dans notre raisonnement. Dans ce cas, c'est souvent lié à une version inversée du célèbre effet Dunning-Kruger. Les personnes ayant peu de connaissances ont tendance à surestimer leurs capacités. Mais ce que des études de l'université de Cornell ont découvert, c'est que les personnes ayant beaucoup de connaissances ont tendance à sous-estimer les leurs. C'est l'erreur de fabrication du cerveau de l'expert. Parce qu'il t'est relativement facile de faire quelque chose dans ton domaine, tu supposes que ça doit l'être aussi pour les autres. Tu ne réalises pas que ton facile est l'extrêmement difficile d'une autre personne, et c'est pourquoi tu as l'impression de n'avoir aucun mérite particulier. Alors comment contrer cela activement? Avec une stratégie mentale très simple mais puissante, tiens un registre de preuves. Ce n'est pas un journal intime, c'est un dossier de données concrètes. Quand quelqu'un t'envoie un email te remerciant pour ton travail, garde-le. Quand tu résous un problème difficile, note-le. Quand tu reçois une évaluation positive, archive-la. Quand la voix de l'imposture apparaît, ne discute pas avec elle. Ouvre simplement le dossier et lis les données. Traite ce sentiment comme une hypothèse et ton registre comme la preuve empirique qui la dément. Réfléchissons à la manière dont une ancienne coutume a façonné cela. Dans les tribus ancestrales, les rôles étaient très clairs. Il y avait le meilleur chasseur, la meilleure cueilleuse, le guérisseur. L'expertise était visible et spécifique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de rôles ambigus où l'on s'attend à ce que nous soyons flexibles, des apprenants constants et bons dans beaucoup de choses à la fois. Cette ambiguïté est un terreau parfait pour le doute. La leçon pratique pour aujourd'hui est la suivante. Change ton objectif. Au lieu d'aspirer à être l'expert, un titre statique et fragile, aspire à être un apprenti-maître. Cette identité te donne la permission de ne pas tout savoir, de poser des questions, de te tromper. Elle te libère de la pression de l'omniscience. Et si nous devons extraire la déduction clé de tout cela pour notre vie réelle, la voici. Le sentiment d'être une imposture n'est généralement pas un indicateur de ton manque de compétences. La règle générale, et c'est presque un paradoxe, est que c'est un sous-produit de ta conscience, de ton intelligence et de ton désir de bien faire les choses. Les véritables imposteurs n'ont pas ce problème, car ils ne se rendent même pas compte de leur incompétence. Alors la prochaine fois que ce sentiment te frappera, au lieu de l'accepter comme une vérité, arrête-toi et reformule-le. Dis-toi, ah voilà ce sentiment. C'est le signe que je sors de ma zone de confort et que je me soucie profondément de la qualité de mon travail. Comprendre ces mécanismes retire un pouvoir immense au sentiment. Ce n'est plus une vérité sur ton âme, c'est un schéma prévisible de ton cerveau. Et ce qui est prévisible est gérable. Mais si tu pensais que c'était déjà clair, prépare-toi, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Bienvenue au niveau 3, le chaos de la réalité, les débats et les complexités. Et la première grande controverse est, le syndrome de l'imposteur est-il un concept psychologique utile ou une étiquette à la mode qui donne simplement un nom pompeux à l'insécurité de toute une vie? D'un côté, il y a les critiques qui affirment que cela pathologise une expérience humaine normale, c'est-à-dire que cela transforme un simple doute en une sorte de condition médicale, donnant l'impression aux gens d'être brisés. D'un autre côté, il y a les défenseurs qui soutiennent que lui donner un nom permet à des millions de personnes d'identifier un schéma destructeur dans leur vie qu'elles ne pouvaient pas décrire auparavant, et c'est la première étape pour y remédier. L'enjeu de ce débat est fondamental. Le traitons-nous comme un échec personnel que l'on guérit avec un simple « crois davantage en toi » ou le voyons-nous comme une réponse logique à des environnements de travail ou académiques toxiques, excessivement critiques et qui favorisent le doute? Et cela nous amène à remettre en question une croyance populaire très ancrée, l'idée que ce serait une forme d'humilité. C'est un mythe que nous devons démonter. Ce n'est pas de l'humilité. La véritable humilité, c'est d'avoir une perception précise de tes forces et de tes faiblesses. Le sentiment d'imposture, au contraire, est une distorsion systématique de la réalité, où tu ignores tes forces et magnifies tes faiblesses à l'infini. Alors, pourquoi aimons-nous croire à ce mythe? Parce que cela nous permet de masquer notre anxiété sous une couche de vertu. Il est bien plus noble et acceptable de dire « je lutte avec le syndrome de l'imposteur » que d'admettre « je suis terrifié à l'idée que les gens pensent que je suis stupide ». Et c'est ici que réside l'un des paradoxes les plus cruels de ce sujet. Souvent, plus tu as de succès, pire le sentiment devient. Chaque réussite, chaque promotion, au lieu d'apaiser la sensation, l'intensifie. Pourquoi? Parce que cela élève la barre.
augmente les attentes et te donne l'impression que la chute, quand on te démasquera enfin, sera beaucoup plus douloureuse. Cela nous laisse face à un dilemme quasi philosophique, sans solution facile. Où se trouve la fine ligne qui sépare l'autocritique saine, qui est le moteur de l'amélioration, de l'autoflagellation paralysante, du sentiment d'imposture? Personne n'a de règle pour le mesurer. Adoptons un instant un point de vue critique qui gagne beaucoup de terrain ces dernières années. L'objection éthique à la façon dont nous parlons de ce sujet est que, pendant des décennies, nous avons mis tout le fardeau sur l'individu. Nous disons « tu as le syndrome de l'imposteur », surtout aux femmes et aux personnes issues de groupes minoritaires. Mais et si le problème n'était pas dans leur tête? Et si elles ressentaient une réelle insécurité parce qu'elles sont dans un environnement qui leur envoie constamment des signaux qu'elles n'appartiennent pas à cet endroit? Même le mot syndrome est controversé. Un syndrome est un terme médical, un ensemble de symptômes qui indiquent une maladie. Pourtant, le sentiment d'imposture n'est pas reconnu comme un trouble mental officiel dans les manuels de diagnostic psychiatrique. Le débat a évolué avec le temps. Lorsque les chercheuses que nous avons mentionnées au début l'ont décrit, elles se sont concentrées sur les femmes très performantes. Aujourd'hui, nous savons que cela touche des personnes de tous les genres. Mais la conversation la plus moderne ne porte plus sur qui le ressent, mais sur la manière dont nos cultures professionnelles et éducatives le créent et le perpétuent. Au final, ce sentiment est lié à quelque chose de fondamental dans la condition humaine, notre besoin désespéré d'appartenir et notre peur la plus primitive du rejet et de l'exclusion sociale. Et cela nous pose un problème en tant qu'espèce que nous n'avons pas encore résolu. Comment bâtir des familles, des écoles et des entreprises qui valorisent le processus d'apprentissage, l'effort et la vulnérabilité au-dessus de l'apparence d'une confiance et d'un génie sans effort. Donc, comme tu le vois, le sujet est un véritable imbroglio. C'est un sentiment personnel, un débat culturel, un problème de gestion d'entreprise et un dilemme sur la nature de la confiance et de la compétence. Tu as survécu au chaos? Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4, connaissance d'experts, les secrets de niche. Et le premier concept que tu ne trouveras pas facilement est celui de style attributionnel. C'est la façon cohérente dont tu t'expliques pourquoi les choses se produisent. Les personnes sujettes au sentiment d'imposture ont un schéma très spécifique et pessimiste. Quand elles réussissent, elles l'attribuent à des causes externes, j'ai eu de la chance, instable, ce n'était que pour cette fois, et spécifique, seulement pour cette tâche. Mais quand elles échouent, elles l'attribuent à des causes internes, je suis bête, stable, je serai toujours comme ça, et global, j'échoue dans tout dans ma vie. L'analogie est la suivante. Imagine que tu es le juge dans le procès de ta propre vie. Quand tu gagnes une affaire, tu t'écris « trafiqué ». Les preuves étaient fausses, le jury était acheté. Mais quand tu perds, tu frappes le marteau et tu prononces la sentence, coupable de tout. Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est un procès truqué depuis le début? Maintenant, parlons d'une figure clé dans ce domaine dont le travail a été immensément influent, mais qui est moins connue que les pionnières originales, la docteure Valerie Jung. C'est une héroïne secrète dans cette histoire. Elle a dédié sa carrière à la recherche sur le phénomène et est allée au-delà de la simple définition. Elle a découvert que le sentiment d'imposture se manifeste de différentes manières et les a classés en 5 types: le perfectionniste, le surhomme, le génie naturel, le soliste et l'expert. Ce fut un bond gigantesque, car soudain les gens pouvaient identifier non seulement qu'ils ressentaient cela, mais aussi quelle était leur nuance particulière d'imposture. Mais il existe une théorie alternative, bien plus rebelle. Cette perspective peu conventionnelle suggère que le sentiment d'imposture n'est pas une distorsion cognitive, mais une perception émotionnelle et sociale très précise d'un monde qui, soyons honnêtes, est souvent hyper compétitif, arbitraire et superficiellement critique. De ce point de vue, le sentiment n'est pas le problème, c'est un symptôme d'un système malade. Et maintenant, un détail de la recherche scientifique qui va directement à l'encontre du bon sens. Certaines études suggèrent qu'à mesure que tu deviens un véritable expert dans un domaine, le sentiment d'imposture peut empirer et non s'améliorer. Cela heurte notre intuition car nous supposons que plus de connaissances équivaut à plus de confiance. Mais ce qui se passe réellement, c'est que la véritable connaissance t'ouvre les yeux sur l'immensité de tout ce que tu ignores. Un débutant ne sait pas ce qu'il ne sait pas, mais un expert est douloureusement conscient des limites du savoir humain. Et cette conscience peut être facilement mal interprétée par notre cerveau comme une preuve de notre propre ignorance. Et maintenant, relions plusieurs idées que nous avons vues. Connectons ce style attributionnel dont nous avons parlé avec le type de génie naturel décrit par la docteure Jung. Et voici le moment Eureka. Le génie naturel est la personne qui croit que la vraie compétence signifie que tout doit lui réussir et lui être facile du premier coup. Ainsi,
Au moment où elle rencontre une difficulté normale de l'apprentissage, son style attributionnel pessimiste s'active et son juge intérieur hurle « Je le savais, si j'étais un vrai génie, ce serait facile. Je suis une imposture. » C'est un système, une boucle qui s'auto-alimente. Le voir comme un système te donne du pouvoir. Tu n'es plus la victime d'un sentiment mystérieux. Tu es le technicien qui peut analyser un mécanisme et décider quelle pièce ajuster, la croyance initiale, le dialogue interne ou l'interprétation finale du résultat. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oses-tu regarder vers la dernière frontière? Bienvenue au niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Et la première idée futuriste est la suivante. Et si la technologie pouvait nous donner une mesure objective et en temps réel de notre compétence pour une tâche spécifique? Imagine que dans 100 ans, avant de donner une conférence, une interface neuronale te montrerait que tu possèdes 92% des connaissances pertinentes. Le sentiment de ne pas être à la hauteur pourrait devenir aussi obsolète que l'est aujourd'hui la peur que notre bateau tombe du bord de la Terre. L'opinion subjective de ton cerveau anxieux perdrait toute sa force face à la donnée objective. Cela nous amène à la question fondamentale où la science actuelle se heurte à ses propres limites. Si tes actions dans le monde produisent des résultats constamment bons, mais que ton sentiment interne est celui d'être une imposture, laquelle des deux choses est la vraie réalité? La science peut mesurer tes résultats, mais elle ne peut pas te dire comment vivre tes sentiments. C'est là que la philosophie prend le relais. Des courants comme l'existentialisme te diraient que ton essence n'est pas dans tes pensées anxieuses, mais dans tes actions. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu as l'impression d'être. Et l'implication philosophique la plus vertigineuse est la suivante. Peut-être que cette voix critique dans ta tête qui se prend pour toi ne l'est pas en réalité. Peut-être n'est-ce ce qu'un programme, un écho du passé. Et le vrai toi est la conscience qui observe cette voix. Cela signifie que tu n'as pas à vaincre la voix ni à la faire taire. Tu as juste à cesser de croire qu'elle est la maîtresse du spectacle. Tout cela se connecte directement à l'avenir de l'humanité. Alors que nous faisons face à des problèmes mondiaux qui exigent une action audacieuse et coordonnée, notre capacité à agir malgré l'incertitude et le doute interne est cruciale. Surmonter cette sorte de syndrome de l'imposteur collectif en tant qu'espèce pourrait être la clé pour oser mettre en œuvre les solutions que nous savons déjà nécessaires. Et voici la dernière idée, l'affirmation la plus provocante de ce voyage. Le sentiment d'être une imposture n'est pas un défaut de ton système. C'est une caractéristique inévitable d'un esprit suffisamment avancé pour être conscient de lui-même et de ses propres limitations. Par conséquent, l'objectif final n'est peut-être pas d'éliminer ce sentiment pour toujours. Peut-être que l'objectif est de développer la sagesse pour créer, diriger, aimer et vivre une vie pleine pendant que cette voie est en arrière-plan. La voir non pas comme une preuve de ton incapacité, mais comme la preuve que tu joues un jeu qui compte vraiment pour toi. Et avec cette dernière pensée, notre descente à travers les 5 niveaux est terminée. Prends une seconde, respire et contemple l'incroyable paysage de connaissances que nous avons parcouru ensemble. Souviens-toi d'où nous avons commencé. Au début de cette vidéo, nous avons parlé de cette sensation si simple et familière de décrocher un emploi et de penser que tu ne le mérites pas. À ce moment-là, cela semblait être juste un problème de confiance, quelque chose de personnel et d'agaçant. Et maintenant, regarde où nous sommes arrivés, à l'idée que ce même sentiment est une caractéristique de la conscience liée à notre passé évolutif, modelé par notre culture et dont la gestion est la clé de notre avenir collectif. Nous avons transformé un simple doute en un système psychologique complexe, en un profond débat social et finalement en un puissant outil philosophique. Ce fut une incroyable transformation. Quelle idée de tout ce voyage t'a le plus marqué personnellement? Quelle pièce du puzzle a trouvé sa place dans ta propre expérience? Je tiens vraiment à te remercier pour ton temps, ton attention et ton courage d'explorer ces idées. Partage cette réflexion que tu as eue dans les commentaires. Lire vos expériences et la manière dont vous connectez ces idées à votre vie est, sans aucun doute, la partie la plus enrichissante de cette chaîne. Si ces plongées profondes dans les idées te fascinent, abonne-toi pour qu'on se retrouve lors de la prochaine expédition. Et si tu penses que quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ce message, partage-lui la vidéo. Ça pourrait être la carte qu'il cherchait. Continue de questionner, continue d'explorer, car la réponse la plus fascinante se cache toujours dans la couche suivante de la question. Et maintenant, vas-y et ose faire ce pourquoi tu te crois une imposture.